Guerre en Iran. 2 avions américains abattus. Un membre de l'équipage toujours recherché. It's disturbing for a couple of reasons. One is it potentially represents a major escalation. Aussi, ce soir, les célébrations du Vendredi saint perturbées par la nouvelle loi interdisant les prières de rue. Et la course au 50e but de Cole Caulfield pourrait se conclure demain ou dimanche. Il est 22 h, c'est l'heure de Nouveau Info. Bonne fin de soirée tout le monde, bon vendredi. C'est une première depuis le début de la guerre en Iran. Il y a 2 avions américains qui ont été abattus par l'Iran alors qu'ils étaient dans l'espace aérien iranien aujourd'hui. Est-ce que c'est une limite qui vient d'être franchie dans le conflit au Moyen-Orient? It's disturbing for a couple of reasons. One is it potentially represents a major escalation. The other problem is it becomes just a huge political preoccupation in the United States. It becomes the sole story anybody thinks about. Une équipe de sauvetage tente maintenant de retrouver un certain membre des équipages des avions touchés. Le compte-rendu de Lila Mouche. Dans ce premier avion abattu par l'Iran, un premier pilote a été secouru. Il faut le souligner, très vite, les forces spéciales américaines ont mis une équipe de sauvetage en place. Les 2 pilotes s'étaient éjectés du cockpit. Mais pour ce qui est du 2e pilote, eh bien, on n'est toujours pas certain s'il est toujours en vie et les recherches continuent. D'ailleurs, l'avion de recherche qui était accompagné de 2 hélicoptères, les 2 hélicoptères ont été touchés par des tirs pendant la mission de sauvetage. Alors, l'avion qui a été abattu, c'était un F-15 Strike Eagle, un avion de chasse utilisé pour envoyer des bombes et neutraliser des drones. C'est la première fois depuis le début de la guerre qu'un avion de chasse a été abattu par des tirs ennemis. Pendant ce temps-là, une chaîne affiliée à la télévision iranienne a affirmé que la police offrait une récompense pour la capture de pilotes américains, 76 000 $ américains. Ils ont fait appel à la population pour attraper le pilote restant. Il semble qu'une véritable chasse à l'homme soit en cours. D'ailleurs, un 2e avion de combat de l'armée américaine s'est écrasé dans le golfe Persique, lui aussi abattu par l'Iran, et le pilote seul à bord a été secouru. Le président Donald Trump a été informé de la situation et dans une entrevue avec NBC, il a annoncé que cet événement n'allait pas impacter finalement les négociations en cours. Alors, comme à son habitude, c'est sur Truth Social que le président informe de ses intentions. D'abord, ce matin, il a écrit « Les ponts seront les prochains, puis les centrales électriques. Les dirigeants du nouveau régime savent ce qu'il faut faire et cela doit être fait rapidement. » Et justement, mais une frappe américaine a touché un pont en Iran, un pont stratégique qui a fait 8 morts. On sait que toutes ces frappes sur des infrastructures civiles, elles sont supposément illégales, et les menaces de Donald Trump le sont tout autant d'après un spécialiste du droit international. Même la menace est interdite en droit international. La menace d'utiliser l'arme nucléaire est interdite. La menace de mener des attaques indiscriminées sont interdites. Également, l'attaque est interdite lorsqu'elle porte sur des installations dangereuses. Le droit international humanitaire a bien spécifié comme exemple des installations dangereuses, les installations nucléaires. Mener des actes qui violent tous les principes du droit international et qui font peser le prix sur des populations civiles, que c'est inacceptable. Alors on le sait, les menaces de Donald Trump de frapper autour des centrales nucléaires peuvent avoir un réel risque, notamment radioactif, sur les populations iraniennes. D'ailleurs, Donald Trump continue de demander au régime iranien de conclure un deal. Pendant ce temps-là, Israël continue de frapper le Liban. Et évidemment, en cette semaine sainte, le pape demande à la fin de ces conflits. Aujourd'hui, vendredi saint, c'est un jour important pour le pape et donc un événement important là aussi d'arrêter ces frappes. Bon, comme le disait Lila, on est vendredi saint et il y a quelques centaines de fidèles qui ont participé aux différentes processions qui sont organisées pour l'occasion un petit peu partout au Québec. Des processions qui se sont déroulées dans l'ombre de la nouvelle loi qui vient renforcer la laïcité en interdisant notamment les prières de rue. Jean-François Poudrier. Le hasard a fait en sorte que le vendredi saint tombe au lendemain de l'adoption du projet de loi contre les prières de rue. Malgré tout, il y a quand même quelques centaines de fidèles ce matin qui ont marché lors de la traditionnelle procession du vendredi saint. Québec a adopté hier la loi 9 sur le renforcement de la laïcité. Caquistes et péquistes l'ont approuvée. Les libéraux et Québec solidaire s'y sont opposés. La loi interdit le port de signes religieux aux employés des garderies, interdit aussi les salles de prière dans les écoles, collèges et universités publiques et elle interdit, bien sûr, les prières de rue, à moins d'avoir obtenu une autorisation des autorités municipales.
Là-dessus, l'archevêque de Montréal, Monseigneur Christian Lépine, ne croit pas que ce sera un problème à l'avenir. Il croit que malgré la loi, les fidèles pourront continuer leur marche. Le fait de demander des autorisations, ça, c'est pas nouveau pour nous. Ça va être le processus qui va être plus long, qui va demander plus de préparation. Mais le fait d'être, parce qu'on croit en l'enjeu de la sécurité, que c'est important, donc on a toujours demandé des autorisations. Et on a toujours une belle collaboration avec les différentes municipalités, avec les différents corps de police, pour que les choses puissent bien se passer. Donc c'est ce qu'on explique, cet esprit de partenariat, pour ainsi dire, cet esprit de convivence, cet esprit de... On est ensemble dans une société avec différentes convictions et en même temps une liberté d'expression. Ça, je pense qu'on espère qu'on croit. Je crois que ça va continuer. Avant Pâques, disons, c'est moyen comme timing. Je pense pas que ça va être... Je pense pas que c'est bien reçu. Politique fédérale maintenant, c'est aujourd'hui que s'amorçait le vote par anticipation en vue des 3 élections partielles qui auront lieu le 13 avril prochain. Parmi les électeurs qui vont voter, il y a ceux de Terrebonne. C'est en quelque sorte une reprise de l'élection d'il y a un an. La libérale Tatiana Auguste avait remporté l'élection par une seule voix devant la bloquiste Nathalie Sinclair-Desgagnés. Les deux sont de retour dans cette élection. C'est un droit citoyen, puis il faut le faire. Puis là, on sort d'une décision de la Cour suprême, fait que c'est important là, de donner suite là, à ce moment-là à ça. Ben, j'espère qu'il n'y aura pas d'erreur de la poste comme la dernière fois. C'est ça. Ça prend vraiment beaucoup plus qu'un vote pour avoir un vainqueur d'une élection. Le gouvernement Carney pourrait s'assurer d'une majorité en remportant seulement 2 des 3 élections qui auront lieu le 13 avril. Et ça semble être sur la bonne voie pour eux parce que dans la région de Toronto, les circonscriptions de University Rosedale et Scarborough Sud-Ouest sont déjà des châteaux forts libéraux. Les électeurs ont jusqu'à lundi pour voter par anticipation. À l'Assemblée nationale, Jean-François Poudrier pour Nouveau Info. Une pénurie de fruits et légumes touche les quelques 300 épiceries Métro et Super C au Québec. C'est en raison d'une grève des travailleurs du centre de distribution de Laval. Disons que ça tombe pas très bien en ce début de long week-end de Pâques. Et j'en ai parlé un peu plus tôt avec Sylvain Charlebois, qui est spécialiste des questions agroalimentaires. Monsieur Charlebois, bonsoir. Bonsoir. Donc, d'abord, expliquez-nous, en fait, c'est quoi ce conflit-là des travailleurs actuellement à la grève? Bien, c'est un centre de distribution. Il y a eu quelques conflits de travail qui ont affecté les centres de distribution à travers le Canada. Il y en a eu, je pense, 2 au Québec depuis 2-3 ans. Ouais. Chaque grève, chaque conflit est différent. Dans ce cas-ci, c'est majeur parce que, évidemment, c'est du frais. Oui. Et le frais ne pardonne pas. En quelques jours, on s'attendait à avoir des tablettes vides et c'est ce qu'on voit actuellement. Effectivement, parce que ça a débuté lundi. Dites-moi, comment ça se concrétise, en fait, dans les magasins? Est-ce que ça veut dire que là, carrément, on va aller au Super C, au métro, on n'aura plus de céleri, par exemple? On le voit un peu sur les images, là. Ouais. Plus de laitue, par exemple. Ça va être comme ça dans la majorité des métros, là, à travers le Québec? Bien, c'est un réseau quand même assez vaste. Hein? C'est pas facile pour un centre de distribution de fournir tout ça. En fonction. Là, évidemment, on va devoir demander aux fournisseurs de livrer la marchandise à chaque magasin. Donc, on déoptimise la chaîne d'approvisionnement et ça l'amène à des coûts supplémentaires, bien sûr. Fait que moi, je pense que Métro va être en mesure de faire quelque chose, peut-être pas pour la fin de semaine pascale, parce qu'il va y avoir énormément de trafic, et c'est la fin de semaine, bien sûr. Parce que la livraison, c'est quoi? C'est jeudi, vendredi, un peu. Là, on est passé ça. Fait que pour la fin de semaine, moi, je m'attends quand même à des tablettes vides. Oui. À partir de lundi, mardi, je pense qu'on devrait retourner à la normale, mais avec des frais supplémentaires. Bien, si on dit frais supplémentaires, on dit donc des coûts aussi supplémentaires pour, en fait, les gens qui vont aller à l'épicerie. Parce que là, comme vous le disiez, ça ne partira pas nécessairement du centre de distribution. Ça va être le fournisseur qui va envoyer directement chez Métro ou Super C. On peut s'attendre peut-être à des prix qui pourraient augmenter de combien? À peu près, c'est... c'est pas facile à prévoir parce qu'il y a de l'importation. Il y a de la production domestique. C'est un régime de coûts différent, bien sûr. Mais avec le contexte inflationniste qu'on vit actuellement, avec le coût de l'énergie, avec les attaques en Iran, les transporteurs n'aiment pas ça. Là. Donc, il va y avoir des surcharges, des frais supplémentaires qui vont être soumis à Métro. Puis, évidemment, c'est vous et moi qui payons.
Est-ce que les gens qui vont vouloir, par exemple, se diriger vers d'autres épiceries où il y a des produits frais, est-ce que ça se peut également que ces épiceries-là se disent « Ah, c'est peut-être le temps de monter les prix, justement, parce qu'il y en manque dans les autres épiceries? » C'est une bonne question. On m'a posé la question, je pense pas. Non? Pourquoi? Parce que les circulaires sont sortis pour Pâques. Là. Oui. Donc, les promotions sont déjà réglées. Donc, il y a des attentes à gérer. Fait que les gens vont voir les prix. Et si on commence à déroger de ça, ça peut mal virer, disons, pour les bannières. Alors moi, je pense pas qu'on va oser augmenter les prix. Par contre, si la demande, en fait, est transférée ailleurs, bien, il pourrait y avoir des tablettes vides ailleurs aussi. Effectivement, parce qu'on va vouloir chercher, en fait, aller chercher ailleurs, donc nos fruits et légumes. Monsieur Charlebois, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir. Au retour, on se déplace dans une ancienne église de Chambly transformée en... Avis aux amateurs du Canadien de Montréal, parce que ce sera une fin de semaine assez chargée là, pour les joueurs de Martin Saint-Louis, parce qu'ils vont affronter les Devils du New Jersey samedi et dimanche. On va faire le point avec Meeker Guerrier. Bonsoir, Meeker. Salut, Sabrina. Bon, et quand même, la 7e victoire consécutive pour le CH avec les 2 parties en fin de semaine. Est-ce qu'on peut s'attendre à peut-être se rendre à 9 victoires? Peut-être que oui, mais écoute, ça va être difficile parce que les Devils du New Jersey sont déjà éliminés. Le match de demain se passe au New Jersey. Je dis déjà éliminés. Ils sont peut-être en dehors des séries pour l'instant. Ils devraient les rater, pas encore éliminés officiellement. Mais tout ça pour dire que c'est jamais facile. On l'a vu contre les Rangers de New York qui, eux, sont vraiment éliminés. C'est la seule équipe dans l'Est qui était éliminée à ce moment-là. Les Maple Leafs de Toronto se sont joints à eux. Mais ça n'a pas été facile. Les Rangers sont revenus dans le match, ont créé l'égalité. Demain, les Devils du New Jersey ne seront pas une proie facile. Donc oui, on peut s'attendre à peut-être une victoire sur les 2 matchs de ce week-end, mais peut-être pas demain à suivre. Ça reste à voir, mais je veux absolument qu'on parle du numéro 13, Cole Caulfield, qui est vraiment sur une véritable lancée. Plus qu'un seul but pour qu'il fasse partie du très select club des 50 buts là, quand même. Et c'est incroyable parce que les 50 buts, c'est vraiment mythique dans la Ligue nationale de hockey. Le premier joueur à l'avoir fait, c'est Maurice Richard. Donc, c'est un record, en fait, qui est intimement lié au Canadien de Montréal. Le trophée pour le meilleur marqueur dans la Ligue nationale s'appelle le trophée Maurice Richard. Et mine de rien, il y a seulement 6 joueurs du Canadien de Montréal qui ont eu 50 buts dans la glorieuse histoire de cette équipe. Donc, ça donne à quel point c'est pas évident de réussir cette marque-là. Donc, si Cole Caulfield réussit à le faire, il va faire partie d'un club select de 7 joueurs seulement. Donc, c'est assez phénoménal ce qu'il arrive à faire. Et même dans la Ligue nationale, au-delà du Canadien de Montréal, c'est une marque qui a vraiment son aura, la marque des 50 buts. Donc, s'il réussit à le faire, il pourrait peut-être même rejoindre Nathan McKinnon au rang débuteur de la Ligue nationale. Oui, mais si, y a-tu quand même des chances de remporter le trophée Maurice Richard? Là? Je sais qu'il y a quand même des gens qui sont proches de lui, là. Oui, il y en a qui sont proches de lui, mais ils sont en arrière. Le seul qui est devant lui, c'est Nathan McKinnon, qui, lui, a 50 buts. Cole Caulfield en a 49. Puis il faut ajouter le fait que Cole Caulfield, lui, n'a aucun but dans un filet désert, ce qui est assez rarissime dans une saison où tu vas marquer 50 buts. Donc, ça risque d'être chaud d'ici la fin de l'année. Vraiment. Et quand on parle de plateau mythique, là, mais il y a le capitaine aussi, Nick Suzuki. Il approche, lui, des 100 points. Oui, et puis 100 points, ça aussi, c'est rare dans la glorieuse histoire du Canadien de Montréal. Le dernier joueur qui avait réussi 50 buts, c'est en 89-90, c'était Stéphane Richer. Le dernier qui a réussi 100 points, c'est Mats Naslund. On parle de la saison 85-86. Écoute, je ne sais pas si tu étais né à ce moment-là, je ne te poserai pas la question, mais si tu étais né, tu ne dois pas t'en rappeler bien. Tout ça pour dire que c'est assez incroyable d'avoir ces 2 situations-là, ces 2 plateaux mythiques qui pourraient être atteints d'ici la fin de la saison. Entre toi et moi, je pense qu'il y a pas mal plus de chances que Cole Caulfield réussisse les 50 buts, que Nick Suzuki réussisse les 100 points, parce qu'il lui manque quand même 6 points d'ici la fin de la saison. Une léthargie, on ne sait jamais, mais j'ai bon espoir que les 2 le réussissent. Et en terminant, la question que tout le monde se pose, je sais qu'on est quand même assez proche, mais est-ce que le Canadien est assuré de faire les séries? On est à 99 Faites-en ce que vous voulez, mais disons que les chances sont assez bonnes. Disons que, on est 10 points derrière la première équipe qui est exclue. On peut commencer à se préparer peut-être pour cette fièvre justement des séries-là. Sortez les fanions. Exactement. Go, 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 Habs, go. Merci beaucoup, Meeker, bon week-end. Salut, à bientôt, Sabrina. Bye.
En cette fin de semaine de Pâques, certaines personnes vont aller à l'église très saint Cœur de Marie située à Chambly, non pas pour assister à la messe, mais bien pour jouer au pickleball. Cette ancienne église, maintenant transformée en lieu sportif, peut accueillir des joueurs de tous les niveaux. Elliott Tremblay. À Chambly, l'église Très Saint-Cœur de Marie a changé de vocation. Derrière ses murs, on entend maintenant le son d'une balle de pickleball. En fait, on est dans l'église où j'ai été baptisée. Donc, c'est une église de Chambly qui va vivre une nouvelle vie. On inaugure 3 terrains de pickleball à l'intérieur de l'église Très Saint-Cœur de Marie. Donc, on a bien hâte de voir la réception de la communauté, mais c'est une belle réutilisation d'un espace très intéressant. On trouvait ça, moi je trouve ça super intéressant. T'sais, on trouve que les églises, c'est des bâtiments qui font partie de notre histoire, puis ils sont vides. T'sais. C'est vide, fait qu'on voulait récupérer puis donner un peu une deuxième vie à ces églises-là. En fait, il avait été envisagé d'avoir des studios d'enregistrement. Il y avait différentes options sur la table. Donc, on vient répondre plutôt à un besoin qui a été exprimé par la communauté. Là, je pense que le pickleball est en montée fulgurante, fait que certainement qu'on va répondre à des amateurs. Le pickleball connaît une popularité fulgurante au Québec. En 2022, la Fédération québécoise de pickleball comptait 2500 membres. Aujourd'hui, ils sont plus de 12 000. Donc l'objectif des 3 propriétaires, c'est d'ouvrir d'autres centres Amen Pickleball à travers la province. Et le concept restera le même, un centre de pickleball dans une église. Mais l'idée, c'est pas d'effacer l'histoire du lieu, c'est de lui donner une nouvelle vie. Au niveau du design, travailler dans une église, c'est sûr qu'il y a des affaires et dans les configurations qui fait en sorte que je peux pas toucher à certains trucs parce que c'est soit en ruine ou peu importe. Fait que oui, il y avait des contraintes, mais je pense qu'on les a toutes contournées. Puis le plus possible, j'ai gardé l'original de la structure. On a conservé le bois. Quand on est arrivé ici, il y avait plein de bancs. La première réaction qu'on a eue, les 3 partenaires, on s'est regardé et on a dit, il faut garder ce bois-là. C'est du bois qui... D'un, c'est du chêne, c'est solide. Puis on a voulu faire des rappels un peu partout pour faire des clins d'œil puis rendre hommage un peu à l'église. Ce qui est le fun dans mon design, c'est qu'on a gardé la plupart du mobilier original. Fait qu'on a transformé la plupart des bancs d'église. On a transformé ça soit en bar, soit en banquette. C'était vraiment important pour moi de le plus possible réutiliser puis de pas tomber dans l'achat. Fait qu'on a gardé cette essence-là. Alors, il y a des changements à chaque heure. Et au changement, la cloche, c'est pas juste une cloche, c'est une cloche d'église. On est vraiment dans la thématique. En fait, c'est important de garder le petit clin d'œil puis de rigoler autour de l'église. Notre slogan, c'est « Et le 8e jour, Dieu créa le pickleball ». Fait que c'est important de rester dans cet univers-là un peu... Ça fait 2 semaines que le centre est ouvert et jusqu'à date, on parle d'un franc succès. Pour vous donner un exemple, aujourd'hui, toutes les plages horaires sont réservées. Il n'y a rien de libre. En même temps, quoi de mieux qu'aller jouer au pickleball dans une église un vendredi saint? À Chambly, Elliott Tremblay pour Nouveau Info. Salut Raphaël. Bonsoir Sabrina. Alors, en fin de semaine, on va célébrer Pâques un petit peu partout à travers la province et ce sera possible notamment dans les Laurentides au Sentier des Cimes. Il y a cette chasse au coco de Pâques qu'on vous offre en fin de semaine au Sentier des Cimes et notamment, on vous propose de vous lever à 5h30 dimanche pour Pâques pour contempler ce lever du soleil. Donc, le site qui ouvrira à 5h30 au Sentier des Cimes pour que vous puissiez contempler ce lever du soleil de Pâques toute la fin de semaine. Il y a plein d'activités au Sentier des Cimes. Magnifique. Et sinon, à Magog, il y a une chasse au coco qui va être comme assez différente. Au marais de la rivière aux Cerises, différente, oui, parce que ce ne sont pas des œufs en chocolat, mais bien des œufs d'oiseaux. Donc, une chasse au coco d'oiseaux. Donc, à travers les différents sentiers, il y a des œufs de différentes espèces d'oiseaux où vous devrez trouver ces œufs-là à travers les sentiers. Et quand vous trouvez un œuf, il y a des indices qui sont reliés à ça pour que vous puissiez tenter de deviner à quelle espèce cet œuf est relié. Et à la fin de la chasse, il y aura une petite surprise qui vous attend. Ah, et sinon, si on veut une chasse au coco peut-être un petit peu plus traditionnelle, il y en a plusieurs, notamment à Montérégie, dont à Exporail, qui est à Saint-Constant. À Saint-Constant, il y a une grande chasse au coco dans tout le musée qui est possible. Il y a aussi une fermette sur place. Je vous propose aussi de vous rendre à Mont-Saint-Hilaire. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir rencontrer les alpagas du domaine Poisson. Et pendant votre balade avec les alpagas, c'est possible de faire une chasse au coco. C'est cute. Tu as un animal avec toi, tu te promènes, trouves des œufs de Pâques. Franchement chouette à faire en famille. À Saint-Jude aussi, à chouette à voir jusqu'à lundi.
lundi. On vous offre cette chasse au coco où vous pourrez, par le fait même, rencontrer les oiseaux de proie. C'est complètement magnifique. Vraiment cool. Et sinon, toujours en Montérégie, du côté de Salaberry de Valleyfield, au parc régional des îles de Saint-Timothée, on vous propose Parc des îles. Il y a plein d'activités. Il y a de l'animation, il y a des jeux extérieurs. Il y a aussi le lapin de Pâques qui sort pour vous. Je vous dirais qu'il va sortir un peu partout là, au Québec. C'est une grosse fin de semaine. Il ne sera pas bébête dans sa tanière. Dans le gros jus. Dans le gros jus, vraiment. Et aussi, à Québec, il va y avoir des activités. Ça va se passer au Musée de la Civilisation. Donc, des tonnes aussi d'activités qui sont thématiques. Plein d'activités au Musée de la Civilisation. Encore une fois, chasse au coco partout dans le musée. Il y a aussi cette expérience qu'on vous propose, comment on fabrique le chocolat. Donc, c'est intéressant, ça, petits et grands, vraiment. C'est pour toute la famille. Atelier de décoration aussi de œufs de Pâques en chocolat. Donc, au Musée de la Civilisation, toute la fin de semaine à Québec. Et là, peut-être des suggestions pour les adultes parce qu'il y aura beaucoup de nouvelles séries télé en fin de semaine. Première de Survivor. Les Traîtres aussi, ça s'en vient. Puis Big Brother aussi. Là. Ah oui, on est complètement dans le jeu en fin de semaine. Les rassemblements là, en famille, là, on va être occupés à regarder la télé. Nouveau et Crave, début de Survivor Québec, la 4e saison qui va partir avec une méga twist dimanche, 19h sur les ondes de Nouveau. Et on reste à Nouveau et Crave lundi. Pourquoi? Parce que c'est le début des Traîtres, 20h. Karine Vanasse, d'ailleurs, qui nous a ouvert les portes de son manoir. Je vous invite à aller faire votre tour sur le nouveau.info si vous voulez un avant-goût de cette 3e saison qui s'amène lundi. Et Big Brother, le piège, 2e saison, c'est sorti également disponible sur Crave. Plein d'affaires. On est dans le jus. On est dans le jus du chocolat, de la TV. On a tout ça. Quel beau week-end. On est tellement choyés. Merci beaucoup, bon week-end. Des nouvelles maintenant de la mission Artemis 2. Quelques jours après avoir quitté la Terre, la capsule spatiale est dorénavant hors de l'orbite terrestre. C'est une première depuis 1972. Pendant qu'on voit des images qui ont été envoyées par les astronautes qui sont complètement saisissantes de la planète Terre. Donc, ça a été, comme je le dis, envoyé par l'équipage. Sur l'une d'entre elles, on pouvait y voir la Terre à travers l'un des hublots de la capsule. Et aujourd'hui, l'équipage se trouve à environ 160 000 km de notre planète. Les astronautes devraient atteindre la Lune ce lundi. Ils ont donné leurs nouvelles aujourd'hui. And we just wanted to communicate to everyone around the planet who's worked to make Artemis possible that we firmly felt the power of your perseverance during every second of that burn. Humanity has once again shown what we are capable of, and it's your hopes for the future that carry us now on this journey around the moon. And we are getting just a beautiful view of the dark side of the Earth right now, lit by the moon. Phenomenal. Alors, c'est ce qui complète notre bulletin en ce vendredi là-dessus. Merci à toute l'équipe. Merci à vous à la maison. Passez un excellent week-end. Toute l'équipe vous retrouve dès lundi. Bonne soirée.